Le sujet du travail est une partie, évidemment, de la question sociale, qui, vous le savez, est pour nous la deuxième jambe du programme écologiste. Il y a la protection de l'environnement, la justice sociale. C'est comme ça qu'on avance sur deux jambes. Mais la question du travail ne résume pas à elle seule la question sociale, vous l'aurez bien compris. Mais là, nous avons voulu parler spécifiquement du travail. Je vous présente à mes côtés Eva Sas, qui est en charge dans cette campagne des 100 premiers jours. C'est important. François Deriot, qui est notre délégué thématique sur les questions de santé au travail. C'est sa spécialité depuis très très longtemps, depuis 40 ans. Mais vous voyez qu'il s'en porte bien, donc finalement, il doit de temps en temps appliquer à lui-même les recommandations qu'il porte pour la société. Mais voilà. Guillaume Duval, qui est un grand spécialiste des questions sociales, des questions européennes, et qui porte aussi ces sujets-là dans la campagne, et Sophie Taillé-Polian, qui est sénatrice et qui est en charge du projet pour la campagne. Donc merci infiniment. Vous verrez que nous allons aborder 4 thèmes et chacun interviendra en complément des propos liminaires que je vais vous donner. La question du travail, c'est une question essentielle pour beaucoup de Françaises et Français. Heureusement, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu d'accomplissement, c'est un lieu où ils passent beaucoup d'heures dans la journée, évidemment, où elles sont payées dignement, décemment, où ces femmes et ces hommes participent à la stratégie, à la vie quotidienne de l'entreprise. Sont des entreprises qui ont du sens, qui servent l'intérêt général, qui payent l'impôt normalement. Et ces femmes et ces hommes s'épanouissent dans leur travail où elles passent une bonne partie de la journée. Tant mieux. C'est au fond l'objectif qu'on doit avoir pour les près de 30 millions de Françaises et de Français qui travaillent ou qui aspirent évidemment à travailler. Mais cette vision qui existe, heureusement, pour beaucoup de nos concitoyens, n'est pas toujours le modèle qui est mis en place. Vous avez, vous le savez, beaucoup de Françaises et de Français qui, évidemment, souhaiteraient travailler. Trop de nos compatriotes sont encore au chômage, ne touchent plus de droits ou n'en ont jamais touché. Et puis, vous avez beaucoup de Françaises et de Français pour qui le travail est une souffrance, qui partent le matin la boule au ventre parce que les conditions de travail sont dures, parce qu'il y a une intensification du travail qui rend la charge morale, la charge physique du travail parfois insupportable. Vous avez, vous le savez, un développement important des maladies professionnelles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et puis, il y a évidemment l'enjeu des salaires, des conditions de travail. Il y a l'enjeu de la reconnaissance, je l'ai dit. Il y a la question de la participation à la vie de l'entreprise. Et je vais venir sur ces différents points. Notre objectif, je l'ai dit, c'est d'avoir un travail soutenable, enviable, un travail où on s'accomplit, où on s'épanouit, où on est payé dignement. Il ne vous a pas échappé que dans cette campagne, beaucoup parlent de la valeur travail pour le plus souvent sacrifier les travailleuses et les travailleurs. C'est assez étonnant de voir combien, depuis l'extrême droite jusqu'au gouvernement, justement, il y a cette mise en scène en permanence de la valeur travail qui, sans surprise, se traduit dans leur programme de moins en moins de droits pour celles et ceux qui travaillent. L'intensification du travail, la remise en cause de la pénibilité. Il ne vous a pas échappé que, assez étonnamment, le président de la République, dans cette émission particulière, une sorte de publi-reportage de cette semaine, a étonnamment insisté sur l'enjeu de la pénibilité du travail.
c'est quand même ce président de la République qui a saboté totalement les critères de pénibilité, notamment sur l'exposition aux produits chimiques, sur les charges lourdes, sur la question des vibrations, sur la question des postures. Donc d'avoir un président de la République qui nous explique qu'il a à cœur de prendre en compte la pénibilité du travail, notamment dans une future réforme des retraites, mais qui a été le premier à intensifier, à rendre encore plus difficile pour beaucoup de nos concitoyens le travail. Quatre grands chapitres sur lesquels nous interviendrons en cas de victoire à l'élection présidentielle. Répartir plus justement le fruit du travail. Nous le savons, il y a un enjeu majeur de pouvoir d'achat, il y a un enjeu majeur sur la question du SMIC et que nous connectons totalement à la question des bas salaires. Les entreprises, depuis des années, notamment avec des baisses d'impôts, ont très largement reconstitué leurs marges. On est dans des taux de marge qui sont absolument historiques. Vous savez combien les entreprises distribuent très largement aujourd'hui aux actionnaires et pourtant on a 1 million de travailleurs pauvres et on a dans beaucoup de secteurs des bas salaires, le SMIC et souvent le SMIC quasiment pour des décennies de travail. J'étais il y a quelque temps sur une plateforme de Leroy Merlin. La famille Mulliez, vous le savez, a tiré de grands profits de la pandémie. Et vous avez des travailleurs sur les plateformes qui, après 10, 12, 14 années, sont quasiment toujours au SMIC. C'est un détournement total, y compris de ce qu'a pu être le SMIC quand il a été créé, le premier salaire dans des conditions faibles d'expérience ou de formation. Évidemment, ça n'a jamais été pensé comme un salaire à vie, qui humilie très souvent les femmes et les hommes qui restent collés au SMIC pendant, encore une fois, trop longtemps. Nous augmenterons le SMIC de 125 € par mois dès 2022 pour le porter à 1 600 € net à la fin du quinquennat. Et, je l'ai dit, nous articulerons totalement la question du SMIC avec celle des bas salaires. Et donc, nous imposerons l'engagement de nouvelles négociations sociales pour rehausser l'ensemble des bas salaires après chaque augmentation du SMIC, avec évidemment la perspective de revoir à la hausse les échelles de salaire. Un point que j'ai omis de préciser dans mon introduction, nous avons rencontré les grandes centrales syndicales. Nous avons pendant des semaines consulté pour élaborer ces propositions. Deuxième grand thème, garantir la santé au travail. Particulièrement vous, les médias, chaque semaine, vous racontez un drame, là sur un échafaudage, ici sur les jeunes qui sont livreurs, encore une fois sur telle infirmière, infirmier, paysan qui se suicident parfois ou démontrent la gravité, parfois l'enfer dans leurs expressions de leurs conditions de travail. Absolument améliorer la santé au travail. Vous vous en souvenez peut-être, je l'avais dit déjà dans différentes interventions, chaque euro d'argent public qui va à l'économie et qui va aux entreprises sera conditionné à la justice sociale, d'où ces négociations, notamment pour tous les salariés de deuxième ligne qui ont des statuts, des salaires et des conditions de travail plus précaires que tous les autres. Mais, je l'ai dit, ces euros d'argent public seront aussi conditionnés à la mise en place d'un plan santé au travail. Et dans nos propositions et dans notre action, nous rétablirons, consoliderons et simplifierons le compte personnel de prévention de la pénibilité, je l'ai dit, sacrifié par Emmanuel Macron, en rétablissant immédiatement les charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations et l'exposition aux produits chimiques dans les conditions de pénibilité, dans les critères de pénibilité.
Et vous le savez, c'est un sujet qui monte particulièrement, malheureusement. Nous ferons reconnaître la dépression et le burn-out comme maladie professionnelle. Troisième chapitre que nous ouvrons, c'est la question du pouvoir des salariés dans l'entreprise. On connaît l'atomisation du marché du travail et nous répondrons à cette atomisation par plus de pouvoir rendu aux salariés dans la vie des entreprises. Pour les jeunes et pour les moins jeunes, la question de la reconnaissance, la question de la dignité, je l'ai dit, mais aussi de la question de la participation à l'activité des entreprises est un enjeu absolument essentiel. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes, vous le savez, ne veulent pas laisser leur engagement à la porte de l'entreprise, mais veulent participer à des entreprises qui ont du sens, à un travail qui a du sens. Et nous avons aussi besoin que les entreprises restent sur le territoire, sortent des logiques des actionnaires, sortent des logiques de la finance, et l'ancrage sur le territoire, l'ancrage dans des logiques d'investissement et la protection des salariés passe par une plus grande participation des salariés à la vie de l'entreprise. C'est pourquoi nous inspirons du modèle allemand. Et vous voyez bien combien l'industrie est beaucoup plus puissante en Allemagne, notamment qu'en France. Ça montre bien que la participation des salariés à la vie de l'entreprise est une garantie de développement des entreprises, de leur pérennisation et de leur ancrage territorial, comme je l'ai dit, comme un enjeu de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, nous inspirons du modèle allemand. La moitié des membres des conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises, donc au-delà de 2000 employés, donc la moitié des postes seront réservés aux salariés, un tiers pour les entreprises de 500 à 2000 employés. Et puis, nous instaurerons le chèque syndical qui permettra pour tous les salariés de choisir de participer ou pas à la vie syndicale de l'entreprise, mais nous instaurerons le chèque syndical dans les entreprises. Quatrième et dernier chapitre, c'est la question des temps de travail. Vous le savez, nous sommes un pays où la productivité est l'une des plus importantes au monde parce qu'on a intensifié la productivité du travail et qu'on a, on l'a vu dans cette période de pandémie, une nouvelle relation, un nouveau rapport au travail qui s'est installé entre les temps de transport contraints, la volonté de libérer du temps pour sa famille, pour sa vie privée, pour la nature, pour le sport, pour les arts, pour les loisirs, et donc de rééquilibrer ces enjeux-là. Vous l'avez vu aussi, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées sur la réduction du temps de travail. Je vous renvoie dernièrement à la tribune de la Fédération des jeunes dirigeants qui s'est engagée à réduire le temps de travail. Nous voulons le faire de manière extrêmement concertée, de manière à ce que ce soit négocié par les partenaires sociaux, mais nous considérons au-delà que la France, les Françaises et les Français doivent s'approprier ce débat, s'engager dans ce débat. Donc, pour relancer ce grand chantier de la réduction du temps de travail, qui peut être sur la semaine pour certaines entreprises, sur plusieurs années quand il s'agit de libérer du temps pour sa famille, pour un projet, pour soi-même, quand il s'agit d'engager cette organisation des temps de vie sur l'ensemble de sa carrière, nous engagerons ce grand chantier. Et moi, je veux mettre en place une forme de compte personnel de temps indemnisé qui permette encore une fois à chacune et à chacun de s'octroyer du temps libre tout au long de sa vie active. Et dès notre arrivée au pouvoir, nous lancerons une convention citoyenne sur les temps de travail qui soit à la fois l'enjeu de la réduction, qui soit l'enjeu du télétravail, qui soit l'enjeu de la localisation de sa vie privée par rapport à sa vie au travail, pour que, encore une fois, la société française s'empare de ce grand sujet. Mais c'est évidemment à la fin les partenaires sociaux qui en décideront. On veut évidemment éviter l'écueil trop vertical de la mise en place des 35 heures sous le gouvernement Jospin. Voilà, merci infiniment. Je vais maintenant donner la parole à Sophie
pour nous parler du premier chapitre, répartir équitablement les fruits du travail. Bien, merci Yannick. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, cette conférence de presse a pour vocation de proposer un certain nombre de mesures très précises sur la question du travail. Je voudrais juste préciser en tant que coordinatrice du projet que, bien entendu, cela n'exclut pas et que nous viendrons avec des propositions fortes également sur l'emploi. Car la politique d'emploi, le fait de remettre en selle un grand service public de l'emploi, de la formation professionnelle, la question bien sûr de l'assurance chômage ne sont pas traitées aujourd'hui, mais elles seront traitées ultérieurement et c'est important de le préciser. Alors, répartir équitablement les fruits du travail, cela nous semble être un élément très très fort et très important de la justice sociale qui doit être de retour. En effet, on n'a pas connu depuis si longtemps de réelle augmentation du SMIC notamment et des salaires en général. La dernière augmentation du SMIC en termes de coup de pouce, elle va avoir 10 ans. Et ce qu'on observe, évidemment, et ce que les Françaises et les Français observent, c'est que leur pouvoir d'achat est en berne. C'est le cas aussi depuis de longues années sur le point d'indice des fonctionnaires, qui a été gelé. Nous souhaitons dégeler ce point d'indice des fonctionnaires. On ne peut pas partir dans des discussions et dans la reconstruction d'un dialogue social concret, d'un dialogue social respectueux, en commençant des discussions génériques sur la situation de la fonction publique, en disant, de toute manière, il y aura zéro sur le point d'indice qui est quand même l'indicateur phare de la question des rémunérations des fonctionnaires dans les 3 fonctions publiques. Bien sûr, les négociations ne doivent pas être uniquement dans la fonction publique sur le salaire, elles doivent être aussi sur comment faire en sorte que le service public soit de retour dans notre pays avec des moyens, des postes, la lutte aussi contre la précarité. Mais je crois qu'on ne peut pas considérer que dans notre pays, le dialogue social puisse aller de l'avant si on ne met pas au cœur et sur la table la question des salaires et des rémunérations. Alors la proposition qui est faite sur le SMIC, et pour revenir sur le secteur privé, c'est effectivement d'augmenter de 125 € net le SMIC dès l'été 2022. Vous savez, on dit très souvent beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. Qu'en France, le coût du travail est le plus élevé, c'est incroyable, c'est absolument ahurissant. Mais ce qui était peut-être une réalité il y a de nombreuses années ne l'est plus aujourd'hui. En Europe, nous sommes au 7e rang des salaires. Si j'inclus le Royaume-Uni parmi nous, parce qu'il y a quand même la sphère européenne géographique qui perdure. Et donc, eh bien, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni sont devant nous. Et je le note, et je m'en félicite d'ailleurs très fortement, que la coalition qui prend le pouvoir en Allemagne va augmenter le SMIC de 9,82 € à 12 € bruts. Donc nous sommes dans un moment où il faut savoir rééquilibrer les choses parce qu'il y a eu des déséquilibres qui se sont accentués ces dernières années. Bien entendu, parler du SMIC, c'est aussi lancer un vaste mouvement pour l'augmentation des salaires et également pour la réduction des écarts de rémunération. Réduire les écarts de rémunération, c'est extrêmement important. Parce que dans le sentiment d'injustice sociale qui est majeur dans notre pays et qui ronge finalement notre capacité à faire république et à vivre tous et toutes ensemble, il y a la question de ces écarts de salaire. Alors nous proposons que toute rémunération supérieure à 20 fois le SMIC ne pourra plus être considérée comme une charge déductible du calcul de l'impôt sur les sociétés. Et au-delà, nous considérons que pour avoir des aides publiques, eh bien, il faudra aussi que les entreprises s'orientent vers une réduction des écarts de salaire. Pensons que c'est vertueux de faire en sorte que chacun prenne sa part, mais que le fruit du travail soit réparti plus équitablement. Je terminerai sur la question de la précarité. La précarité, nous le savons, c'est un enjeu majeur. Le président Macron parle beaucoup de travail et de la valeur travail, mais effectivement, il a beaucoup dévalorisé le travail et dévalorisé les travailleurs et les travailleuses en les précarisant de plus en plus. Son modèle, ce n'est pas un travail qui émancipe, c'est un travail de précarité, c'est un travail
dans lequel, même si on en a, on n'est pas sûr de pouvoir vivre dignement et dans lequel on ne sait même pas quels vont être les horaires dans 2 jours, la semaine d'après, le mois d'après, comment vivre une vie heureuse si on ne peut pas se projeter. Donc, il faut, je crois que c'est un grand enjeu aussi de cohésion sociale, lutter contre la précarité, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire finalement les plateformes, mais la précarité aussi dans toutes ses formes, pour faire en sorte que dans notre pays, les contrats à durée indéterminée redeviennent bien davantage la règle, et donc nous prendrons beaucoup de mesures sur ces questions de lutte contre la précarité. Ne voulant pas être trop longue, je passe la parole à François Deriot. Merci. Bonjour. Samedi, on a publié avec le quatuor qui est derrière moi, à savoir Yannick, Sophie et Eva, une tribune qui était intitulée dans Libération « Redonner du sens à la valeur travail ». Et cette tribune, elle a été rédigée notamment et inspirée à la suite de l'appel qui a été signé par plus de la moitié de la profession des magistrats, des greffiers, tout le personnel de justice. Et derrière cet appel, on y lit effectivement toute la question de l'absence de moyens, et notamment de moyens humains, mais on y lit aussi toute la question du travail qui traverse la société aujourd'hui et cette crise du travail. Et depuis cet appel, il y a une autre tribune qui a été signée, également, là, cette fois, c'était dans Le Monde, par le personnel de la PHP. Et on pourrait, comme ça, passer toute une liste et regarder qu'est-ce qui se passe à l'école, dans la police, dans la protection judiciaire de la jeunesse, etc. Beaucoup de gens souffrent dans leur emploi. Beaucoup de gens ne se réalisent pas dans le travail. Beaucoup de gens passent à côté de la promesse du travail, qui est quand même une promesse d'émancipation. Et c'est bien là le projet que l'on a, nous, écologistes, c'est justement de redonner du sens à cette valeur travail, de redonner du sens au travail et de pouvoir vivre d'un travail de qualité. C'est ça qui nous paraît extrêmement important. Il ne peut pas y avoir juste un enjeu effectivement de climat, il y a aussi un enjeu des gens qui vivent à la surface de la Terre et qui doivent pouvoir travailler dignement. Alors, dans les mesures qu'on a proposées, il y a effectivement, je ne reviens pas longtemps dessus, le rétablissement de ce fameux compte personnel de prévention de la pénibilité. C'est un compte, le mot même, il s'est supprimé, il s'est transformé par la baguette magique de M. Macron et de M. Philippe en un C2P, c'était de C3P, on a enlevé le mot pénibilité parce que Macron ne souffrait pas de voir que le travail était pénible. Si, malheureusement, pour une part importante de la population, le travail, il est pénible. Et donc, il va falloir établir ces critères, probablement abaisser les seuils pour faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui puissent en bénéficier. Et j'attire l'attention sur le fait que ça ne va pas ouvrir simplement sur des départs précoces en pré-retraite, mais ça doit ouvrir aussi sur la possibilité de se former pour se reconvertir ou sur la possibilité de travailler moins, de travailler à temps partiel, notamment sur la fin de sa carrière quand on a déjà plusieurs années de travail difficile dans les jambes. Donc ça, c'est effectivement un des enjeux forts des promesses que l'on fait. Ensuite, mais ce n'est pas les seuls, il faudra également faire de toute façon, faire de la prévention, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas simplement de partir plus tôt en retraite quand on a été exposé à des conditions de travail pénibles, c'est aussi de pouvoir améliorer ces conditions de travail. Et donc, on essaiera de mettre en place un dispositif, justement, d'accompagnement des entreprises pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Je signale quand même que la branche accident du travail maladie professionnelle a un excédent cumulé de 5 milliards d'euros, ce qui fait une réserve quand même relativement intéressante pour pouvoir aider les entreprises à améliorer concrètement les conditions de travail. Ça sera quelque chose qui sera vu avec les partenaires sociaux en gestion de la branche, mais ça nous paraît important de pouvoir mettre cet argent à contribution pour améliorer les conditions de travail et pour améliorer la prévention. On améliorera aussi la réparation. Yannick l'a dit en créant un tableau de maladies professionnelles sur la dépression, sur le burn-out, sur le stress post-traumatique et sur l'anxiété généralisée, qui sont les 3 pathologies, le burn-out étant pas réellement une pathologie, mais un tableau clinique, qui, justement, pourraient être reconnus. Je donne juste un chiffre. Actuellement, il y a 1600 maladies professionnelles d'origine psychique qui sont reconnues dans le régime général de la sécurité sociale. Et il y en a un peu plus, même pas mal plus, environ 26 000, qui passent à travers les accidents du travail.
La Cour des comptes, tous les 3 ans, fait un rapport avec un certain nombre d'experts du sujet pour établir ce que la branche AT-MP doit reverser à la branche maladie, justement à cause de la sous-déclaration des maladies professionnelles. Dans le dernier rapport qui est sorti récemment, les experts estiment qu'il y a 108 000 maladies professionnelles d'origine psychique qui ne sont pas reconnues et qui passent à travers les mailles du filet. Et donc c'est quelque chose que l'on doit absolument rétablir. Dans les autres mesures, il y a la question de la représentation du personnel sur ces questions de santé au travail. Les ordonnances travail de Macron ont supprimé le CHSCT et ont remis toutes les instances représentatives du personnel dans une seule instance qu'est le CSE. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Justement, on se rend compte que d'abord les élus qui sont moins nombreux peuvent pas être partout, ils courent partout, ils peuvent pas connaître tout, ils sont souvent très loin du travail et donc il est impératif de rétablir une instance représentative du personnel dédiée à la santé au travail et de la doter d'un minimum de pouvoir, notamment de pouvoir d'opposition, quand des projets de l'entreprise mettent en cause gravement la santé et la sécurité des salariés. Est-ce que j'en oublie ? Oui. J'en oublie une qui est importante, c'est par rapport à la question justement de la souffrance psychique au travail. On a parlé de la réparation du burn-out et de la dépression professionnelle. Mais il y a un sujet qui nous paraît fort, c'est de redonner un droit nouveau sur la délibération des salariés sur les questions de qualité du travail. Il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties justement depuis notamment les vagues de suicides, que ce soit à France Télécom, à La Poste ou chez Renault, au Technocentre, et qui ont montré que, au-delà des questions du harcèlement dont on parle souvent, à juste titre, parce que malheureusement il y en a, une des questions fortes, c'est quand même le fait de faire un travail de mauvaise qualité. Et on le voit bien, je reviens sur la tribune des magistrats ou des médecins de la PHP. Qu'est-ce qui gêne le plus les gens ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux au travail ? Bien souvent, ce qui fait, c'est qu'ils n'ont pas l'impression, ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas le ressenti de pouvoir faire un travail de qualité. Au contraire, ils ont honte parfois de ce qu'ils font. C'est assez bien exprimé, notamment dans la tribune des magistrats. Ils ont honte de juger à 3 heures du matin, de prendre des décisions en 7 minutes alors qu'elles engagent la vie des gens, etc. Et cette question-là, elle est déclinée partout, y compris dans le secteur privé. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à corriger. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ce qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais justement, c'est la question de la qualité du travail. Est-ce que je peux faire un travail de qualité ? Est-ce que je peux m'épanouir en le suivant ? Les experts parlent, est-ce que je peux me reconnaître dans ce que je fais? Est-ce que je peux en être fier le soir, même si ma journée a été difficile? Simplement le fait de pouvoir dire « ouais, ça a été difficile, mais j'y suis arrivé, j'ai fait un travail qui me plaît, et je peux être fier de moi », c'est quelque chose qu'il faut que l'on retrouve dans le travail. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il y en a une, en tout cas c'est ce que tous les experts disent, c'est de mettre en délibération le travail et la qualité du travail. Alors c'est une question qui est assez simple à énoncer comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Il y a eu le droit d'expression en 82 avec les lois Roux qui n'a pas marché. Il ne faudra pas faire la même chose. Mais en tout cas, on sait, il y a des exemples concrets qui se passent dans des entreprises qu'il faudra valoriser et qu'il faudra étudier. Mais ça nous paraît important de pouvoir instaurer ce droit nouveau à la délibération sur la qualité du travail. Voilà, merci. Merci François. Eva Sass, sur la démocratie en entreprise. Bonjour à toutes et tous. Oui, le troisième pilier de nos engagements sur le travail, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des salariés dans l'entreprise. Alors pourquoi ? Parce que dans notre pays, en ce moment, nous avons, je crois, un problème de partage de la valeur. On a eu particulièrement une dérive des dividendes et de la rémunération des dirigeants. Les dividendes nets ont triplé entre 1993 et 2019 et la rémunération des dirigeants, par exemple, a augmenté de 28% entre 2014 et 2019. Donc nous avons, et c'est notre conviction, besoin d'un nouveau partage de la valeur dans le pays et d'un nouveau pacte social. Et ce nouveau pacte social, il passe notamment par le fait de démocratiser la gouvernance d'entreprise. Alors Yannick a parlé de la présence des administrateurs salariés dans les conseils d'administration. J'ajouterai un point, c'est la présence d'administrateurs salariés dans les comités de rémunération. C'est l'une des recommandations AFEP-MEDEF, mais une des recommandations qui n'est pas tellement appliquée, on le comprend. Et donc, il faut finalement inscrire dans le droit dur cette recommandation de façon à ce qu'il y ait une délibération et un regard des salariés sur la rémunération des dirigeants.
Le deuxième axe, c'est qu'il faut plus de transparence dans les écarts de rémunération. Il y a un sondage récent qui montrait que 70% des Français sont favorables à une publication des écarts de rémunération. Alors, ça passe notamment par le ratio d'équité qui existe, mais qui est largement contourné par les entreprises. Donc, il faut l'élargir aux entreprises non cotées, en préciser le calcul et le rendre public et accessible. C'est l'un des axes qui nous permettra d'avoir plus d'équité dans les rémunérations. Le troisième axe que je souhaitais mettre en avant, c'est qu'il nous faut plus de droits pour les salariés. Et ça revient notamment sur le fait de revenir sur le détricotage du droit du travail qui a été opéré par Emmanuel Macron. Il y a 2 points forts, à mon avis, notamment. C'est le fait de supprimer le barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Nous reviendrons sur ce barème qui a été imposé et qui est très défavorable aux droits des salariés. Et le deuxième élément, c'est de rétablir la hiérarchie des normes. Là aussi, ça a été un coup dur porté au droit du travail et aux droits des salariés en général. Il faut rétablir la hiérarchie des normes. Ça veut dire que l'accord d'entreprise doit être mieux-disant que la convention collective et que la convention collective doit être elle-même mieux-disante que le droit du travail. Le fait que Emmanuel Macron ait détricoté ce droit-là, qui était un des droits fondamentaux vraiment du droit du travail, c'était un coup dur et une façon d'affaiblir la partie salariée dans la négociation. Et pour nous, c'est un élément important, ce rétablissement de la hiérarchie des normes. Merci Eva. Guillaume. Et Guillaume Duval. Oui, donc bonjour. Donc Yannick l'a déjà évoqué, mais en reprenant le discours sur les Français sont des paresseux de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, en voulant les faire travailler plus pour gagner moins, Emmanuel Macron raconte des fake news. C'est un mensonge. Les Français sont très productifs. Donc un Français qui a un emploi a produit en 2019, donc la dernière année normale, 85 000 euros de richesse pendant toute l'année en moyenne. Un Allemand en a produit 76 000, un Italien 70 000, un Espagnol 61 000. Si on était aussi peu productif que des Allemands, avec le même PIB qu'aujourd'hui, avec autant de richesses produites qu'aujourd'hui, on aurait 3,5 millions d'emplois en plus en France. Le problème de la France, c'est qu'on est trop productif pour les gens qui ont un emploi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas. Et donc, c'est bien ça le problème. Si on s'intéresse plus particulièrement à la question du temps de travail en tant que tel, là aussi, on nous raconte des bobards. Un salarié français, en moyenne, il travaille aujourd'hui, selon les chiffres d'Eurostat, 34,8 heures par semaine. C'est exactement la moyenne de la zone euro, 34,8 heures par semaine. C'est plus qu'en Allemagne, où un salarié travaille 34,1 heures par semaine. C'est beaucoup plus qu'au Danemark, qu'on nous cite souvent en exemple sur tous ces sujets. C'est 32h09 par semaine. Et c'est infiniment plus qu'aux Pays-Bas, où il ne travaille que 30,6 heures par semaine. Il y a, c'est vrai, des pays où on travaille plus longtemps qu'en France. Ça s'appelle la Grèce, où on travaille 37,8 heures par semaine. Ça s'appelle la Roumanie, où on y travaille 40,6 heures par semaine. Ça s'appelle la Turquie, on y travaille 45,6 heures par semaine. Si c'est ça les modèles vers lesquels Emmanuel Macron veut nous emmener, il faut qu'il le dise. Je ne suis pas sûr que ce soit ça dont les Français rêvent. Donc, dans ce contexte général, il nous semble important, en effet, de reprendre le mouvement historique de long terme sur la réduction du temps de travail. C'est important pour tout ce qui a été dit sur la pénibilité du travail. Donc, si on est très productif, c'est aussi pour ça que le travail est plutôt pénible en France et que ça pose des problèmes particuliers. Mais c'est aussi très important pour la question de l'égalité homme-femme. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait autant en moyenne que dans la zone euro, il y a un écart significatif entre les hommes et les femmes. En particulier, les femmes prennent toujours en charge, on n'en parle jamais dans le débat public, mais le travail domestique. Et c'est notamment le fait du développement du travail à temps partiel féminin,
Il est plutôt moins développé chez nous que chez d'autres, et c'est très bien comme ça. Mais si on veut continuer à aller vers l'égalité homme-femme, non seulement au travail, mais aussi dans la sphère domestique, il faut continuer à réduire le temps de travail, et en particulier le temps de travail des hommes. Donc ça, c'est très important pour ça. C'est aussi très important pour la question de la vie citoyenne, pour que les gens, et en particulier les moins aisés, puissent participer activement à la vie de la cité, à la vie politique, à la vie syndicale, à la vie associative. Il faut qu'ils aient le temps pour ça. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les pauvres, ils sont souvent obligés d'avoir 2-3 boulots pour finir les fins de mois, etc. Donc, si le modèle américain, c'est ce que veut Emmanuel Macron, donc des gens qui bossent très longtemps dans la vie, beaucoup toutes les semaines, et qui ne peuvent pas participer à la vie citoyenne, il faut qu'ils le disent aussi. Donc, pour toutes ces raisons, on veut reprendre ce chemin de la réduction du temps de travail. On a bien conscience que c'est un sujet compliqué. On ne veut pas forcément le reprendre sous l'angle d'une réduction du temps de travail hebdomadaire supplémentaire. Donc la question du temps de travail, elle s'est posée historiquement d'abord à la journée, donc la journée de 8 heures, etc. Elle s'est posée ensuite à des échelles hebdomadaires, la semaine de 40 heures, de 39 heures, etc., etc. Déjà, le passage aux 35 heures n'était pas en réalité une réduction hebdomadaire du temps de travail. Dans la plupart des entreprises, ça s'est joué à l'année avec les journées de RTT, etc. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est reprendre ce dossier, mais de manière plus flexible, en créant donc un compte personnel de temps que les salariés pourraient utiliser à leur guise, enfin avec des règles évidemment qui restent à déterminer. Mais si vous y réfléchissez bien, si un salarié prend 6 mois de congé sabbatique rémunéré après 5 ans de travail, ou s'il prend 1 an de congé sabbatique rémunéré après 10 ans de travail, ça fait aussi une réduction du temps de travail de 10%, et ça permet aussi d'avoir davantage d'emplois si on fait cela. Et ça peut répondre, je pense, mieux aujourd'hui aux attentes de beaucoup de personnes qu'une réduction du temps de travail hebdomadaire supplémentaire. En tout cas, donc, comme Yannick l'a dit, on est conscient que c'est un sujet difficile, compliqué, qui nécessite de se mettre d'accord. Donc, là-dessus, sur les modalités de mise en place de ce compte personnel de temps, son financement, les modalités d'utilisation, etc., ça fera l'objet donc de cette convention citoyenne et d'une concertation très poussée avec les partenaires sociaux dès le début du mandat, quand Yannick aura été élu. Voilà. Merci. Merci infiniment à toutes et à tous. Vous avez bien compris que, je l'avais dit dans mon discours à Laon, pour ceux qui étaient là, on a aussi un objectif qui nous guide. C'est l'injustice insupportable qu'il y a dans notre pays qui fait qu'à la naissance, si vous faites partie des 5% les plus riches ou vous faites partie des 5% les plus pauvres, vous avez un écart de 13 années d'espérance de vie. 13 années d'espérance de vie. Quand on a plus de 55 ans et qu'on entrevoit la retraite, c'est 7 années d'espérance de vie, 10 années d'espérance de vie en bonne santé, l'écart entre les ouvriers et les cadres. Donc quand vous avez des responsables politiques qui vous disent on va faire la retraite à 67 ans, ils se situent parmi cette population qui, en moyenne, a une espérance de vie de 81 ans. Mais ils parlent d'abord de celles et de ceux qui auront plus que 4 ans d'espérance de vie après 67 ans. Et bien pour nous, c'est absolument insupportable. Et donc, c'est aussi un fil conducteur de notre programme sur le social comme sur le travail, en finir avec cette injustice d'espérance de vie. Voilà. Donc, merci. On va prendre les questions. Je vous demanderai de vous concentrer sur la thématique du jour, qui est donc le travail. Voilà. On a beaucoup de monde connecté, donc on va commencer par la salle, prendre 3 questions en salle, puis ensuite on prendra des questions Zoom, et aussi de rappeler votre média et vous présenter. Merci. Je croyais qu'on était libre de poser les questions qu'on voulait, mais c'est pas grave. On peut déjà commencer par le thème. On commence par le thème. Donc Mathilde Guénégan pour TF1 LCI. Comment vous prenez en compte les parcours de vie qui sont hachés
où il y a des reconversions professionnelles, où parfois il y a des creux dans tout ce dispositif d'emploi que vous avez. Une question aussi peut-être sur la fin d'une carrière, la position que vous allez défendre pour les retraites. Et dernière question sur ce que vous renvoyez pour la Convention citoyenne et les négociations avec les syndicats. Est-ce que vous allez quand même y arriver avec des mesures, des objectifs, une semaine de 4 jours, une réduction à 32 heures? Est-ce que c'est aussi précis que ça ce que vous allez défendre? Alors, vous l'avez compris, sur la réduction du temps de travail, pour nous, il faut poursuivre au fond, il faut poursuivre l'histoire qui vise à ce que nos vies soient à la fois des vies d'épanouissement dans les entreprises, dans les services publics, partout là où on travaille, et que ce soit des vies d'épanouissement en dehors. Donc nous voulons poursuivre cette voie de la réduction du temps de travail, mais vous l'avez bien entendu, ça peut se jouer dans la semaine, ça peut se jouer tous les 5 ans, tous les 10 ans, sur une carrière. Et c'est pour ça que nous partons sur cette idée du compte personnel de temps. Et évidemment, nous voulons le faire avec les partenaires sociaux et nous voulons le faire en nous adaptant à la réalité de la vie des entreprises ou des services publics. Il ne vous a pas échappé que dans les mesures qui ont été mises en place sous le gouvernement Jospin, dans les 35 heures, à la fois, évidemment, les cadres en particulier avaient été très satisfaits de cette évolution. Dans certains services publics, comme à l'hôpital ou dans la police, ça a été extrêmement compliqué, du fait déjà à l'époque de la difficulté des effectifs et du travail à l'hôpital. Et pour pas mal d'ouvriers ou de personnes dans des services, ça s'était traduit davantage par une intensification du travail et donc une souffrance au travail plus forte. Donc on veut éviter évidemment tous ces écueils. Sur la question de la retraite, il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne sur 2 qui part ou qui fait valoir ses droits à la retraite ne travaille plus. Chômage, minima sociaux, maladie. Ça, c'est la situation réelle du pays. Et nous sommes dans un pays où, vous le savez, où on rencontre le plus de difficultés sur le travail des seniors. Et donc, on a un énorme travail à faire avec les entreprises sur le travail des seniors, justement pour leur garantir des fins de carrière qui soient des fins de carrière adaptées à leur parcours professionnel et des fins de carrière qui ne les mettent pas dans des situations dramatiques avant d'activer les droits à la retraite. Aujourd'hui, reporter l'âge de la retraite, d'ailleurs, c'est le président de la République qui en parlait le mieux pendant sa campagne. Il avait trouvé que c'était la pire des mesures, c'était la mesure la plus injuste, qui est de reporter l'âge de la retraite, parce que ça allait mettre énormément, des millions de personnes en situation extrêmement difficile. Et que au fond, c'est une bascule cynique entre le régime des retraites, je l'ai dit, l'assurance maladie, les maladies professionnelles et les minima sociaux. C'est pas comme ça qu'on gère un pays, c'est pas comme ça qu'on gère des fins de carrière. Et nous aurons comme principe directeur dans la réforme des retraites cet enjeu de différence d'espérance de vie quand les ouvriers ou les cadres, les personnes qui ont eu des parcours hachés et celles et ceux qui n'en ont pas eu, rétablir une égalité d'espérance de vie, une équité d'espérance de vie. Enfin, la dernière question, et vous le savez, c'est typiquement tout le débat qu'on a aussi sur l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage mise en œuvre par ce gouvernement est profondément injuste. Profondément injuste. C'est entre 1 million et 1,5 million de personnes qui voient leur situation de précarité, d'instabilité, de contrats hachés, de faibles salaires, comment dirais-je, pénalisés par la réforme de l'assurance chômage. Donc évidemment, nous reviendrons sur l'assurance chômage qui aujourd'hui pénalise ceux et celles qui ont les parcours professionnels les plus difficiles.